Eh ben merci d'être là pour le dernier Cancamp, le dernier Cancamp de l'année. Alexis n'a pas fait son introduction sur les Cancamps, mais bon, tant pis, on va s'en passer. Vous connaissez bien du coup, vous êtes tous déjà venus, au moins une fois. Voilà, alors on a eu au cours de ces Cancamps et des bières qui ont suivi, on a eu pas mal de discussions autour des coopératives, parce que voilà, je fais partie d'une coopérative, on est un certain nombre aujourd'hui, et on a eu beaucoup de questions, et on s'est dit que ça serait intéressant de pouvoir en discuter, voilà, dans un moment dédié. Et donc je dis on parce qu'évidemment, je n'ai pas travaillé tout seul là-dessus. On a appelé ce talk Travailler dans une coopérative du numérique, qu'est-ce que ça change? Alors moi, je vais vous parler, je vais vous présenter les grands principes, pour qu'on ait un peu en tête ce que ça veut dire exactement de travailler dans une coopérative. Mais j'ai la chance d'avoir mes deux collègues associés, donc Alexis et Thomas, qui pourront répondre, qui seront prioritaires du coup pour répondre à toutes vos questions à la suite. Et on travaille chez Inkaya, voilà, c'est notre boîte qu'on a créée en 2016 et on était deux jusqu'au mois de février. Maintenant, on est trois. Alors, tac. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une coopérative? Je ne sais pas si tout le monde a les idées claires là-dessus. Connaissez tous une SCOP ou pas, ou une coopérative? Non, pas spécialement. Pas spécialement, donc il y a besoin d'en parler. Alors d'abord, une coopérative, c'est une société. C'est une société qui doit fonctionner, qui doit être viable économiquement. Et ça peut être une société de plusieurs types, plusieurs structures juridiques, une SARL, une ESA, une SAS, peu importe, ça c'est pas l'important. L'important c'est les principes coopératifs dont on va reparler. Et par ailleurs, c'est une société dans laquelle le droit du travail s'applique, évidemment. Alors, il existe des coopératives dans tous les secteurs d'activité, effectivement. À l'origine, il y en avait beaucoup dans l'industrie, notamment. Aujourd'hui, il y en a vraiment dans tous les secteurs. Donc, il y en a dans l'industrie. Par exemple, dans la Manche, on a eu la plus grosse coopérative industrielle qui est le leader sur la fibre optique, qui s'appelle Acom, dans le sud Manche. Ils emploient plus de 1000 salariés, qui sont donc associés aussi. On a des coopératives de taxis sur Paris, donc voilà, c'est des taxis mais qui sont dans une structure coopérative et donc qui se partagent notamment, on verra aussi après, mais qui se partagent les bénéfices de leur travail. On a des coopératives du numérique, évidemment on va en reparler. On a des coopératives financières, vous connaissez peut-être Chèque Déjeuner, qui s'appelle Groupe Up maintenant, qui est la plus grosse coopérative de services française. Voilà, donc qui est assez connu. Et puis on a beaucoup aussi de coopératives, notamment en Île-de-France, beaucoup de coopératives dans le BTP. C'est un peu moins connu, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le BTP de manière coopérative. Voilà, avec quel principe ils travaillent ces gens-là? Ils travaillent avec une gouvernance démocratique, ça c'est un des deux principes fondamentaux. Et ce sont des entreprises qui sont détenues majoritairement par les salariés des coopératives. La gouvernance démocratique, ça recoupe aussi plusieurs principes. Le premier principe important, qui fait la spécificité des coopératives, c'est un humain, une voix. On dit un homme, une voix, mais on va dire un humain, une voix, quel que soit le capital détenu, c'est-à-dire que ce n'est pas le capital social détenu par les associés qui détermine le poids de la voix, on va dire, des différentes personnes, mais c'est un humain, une voix, et donc c'est l'Assemblée Générale qui décide des orientations et de la stratégie de l'entreprise. Donc c'est une Assemblée Générale qui se réunit tous les ans généralement, mais qui peut se réunir plus souvent, un peu comme dans une association. Et c'est à ce moment-là que tous les associés prennent ensemble des décisions sur les orientations et la stratégie, et aussi qu'ils élisent leur dirigeant, qui est dans une SCOP, dans une coopérative, un gérant, qui est élu, alors ça dépend des statuts, mais généralement tous les 2, tous les 3 ans. Et dans certains cas, on reviendra dessus aussi, dans certains cas, ils élisent aussi les encadrants, les cadres de l'entreprise. C'est une entreprise qui appartient à ses salariés, donc il y a quelques règles importantes qui permettent de définir une coopérative. C'est que les salariés détiennent au moins 65% des droits de vote. Ça veut dire qu'en fait, personne, sinon les salariés, peut décider de l'avenir de l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire que personne ne peut décider de revendre concrètement si les salariés ne sont pas d'accord. Et ça arrive rarement quand la boîte est en bonne santé. Si tous les salariés ne sont pas forcément associés, notamment quand ils viennent d'être embauchés, ils ont vocation à le devenir. Donc l'idée, c'est qu'un salarié, on l'incite à devenir associé. Donc dans la plupart des scopes, il y a 90 à 100% des salariés qui sont associés. Et chaque salarié associé dispose d'une voix, donc quel que soit son statut, son ancienneté et le montant du capital investi. Ça c'est une règle qui ne bouge pas du tout.
Le partage des bénéfices, ça c'est peut-être d'une certaine façon ce qui différencie le plus une coopérative d'une entreprise traditionnelle. Donc le partage des bénéfices, tous les ans, il se fait c'est de la façon suivante. Il y a toujours une part pour les salariés, sous forme de participation et d'intéressement. Chez nous, par exemple, c'est un accord de participation. Et donc c'est au moins 25% du bénéfice, c'est généralement plutôt autour de 40%. Voilà. Pour donner un ordre d'idée, chez Chèque Déjeuner, par exemple, à une époque, ils dégageaient énormément, ils avaient des bénéfices très importants, et tous les ans, chaque salarié recevait environ 20 à 25 000 euros supplémentaires, ce qui fait qu'ils ont eu un nombre de candidatures spontanées colossal. Ça leur a posé problème d'ailleurs. Voilà. Il faut une part pour les réserves de l'entreprise, donc des parts impartageables et définitives, donc quelque chose qui vient vraiment consolider l'entreprise à long terme, et c'est au moins 15%, et c'est généralement entre 40 et 45%. C'est pour ça que les SCOP sont, les coopératives en général, mais les SCOP, on va dire, sont généralement considérées comme des entreprises plus solides, ont plus facilement accès aux prêts, voilà, et surtout ont une durée de vie moyenne beaucoup plus importante, parce qu'il y a des obligations incontournables pour renforcer les réserves de l'entreprise. Et puis, il y a, dans certains cas, c'est pas du tout systématique, il y a une part pour les associés, un petit peu une part pour les actionnaires, qui peut être dégagée sous forme de dividendes. Alors déjà, elle doit toujours être inférieure aux deux autres parts distribuées, et puis c'est tout simplement absent dans un grand nombre de cas. Et dans le cas où il n'y a pas de part pour les associés sous forme de dividendes, il y a des déductions notamment d'impôts sur les sociétés, enfin il y a des avantages fiscaux qui en découlent, donc c'est un fonctionnement qui est assez fréquent, le fait de ne pas verser de dividendes. Donc il y a 3 types de coopératives, pour donner un peu un panorama de ce qui existe en France en tout cas. Il y a la SCOP, donc c'est le plus grand nombre, parmi les plus grands nombres parmi les coopératives. Société coopérative et participative, ça a changé de nom, enfin l'acronyme a changé. Avant c'était Société coopérative ouvrière de production, parce que justement c'était historiquement plutôt des industries, c'était des ouvriers qui étaient associés des SCOP. Donc ce sont des SA, des SARL ou des SAS, dont les salariés sont les actionnaires majoritaires et où le pouvoir est exercé démocratiquement, on l'a vu. Il y a 2590 SCOP en France pour 58 000 salariés. Donc c'est beaucoup et en même temps pas beaucoup. Donc on aimerait que ça soit plus, mais ça se développe très vite. Les chiffres, ça a dû augmenter de 10% en 3 ans à peu près. Le nombre de salariés, je regarde, ouais, au moins. Alors, il y a des SIC, sinon les sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc c'est des coopératives d'un style un peu particulier parce qu'en général, elles ont une utilité sociale très forte. Donc elles sont mises en place en général quand il y a un besoin local. Donc c'est souvent des coopératives qui se créent au niveau local autour d'un besoin. Ça peut être autour de l'eau, de l'alimentation, des soins, de l'accompagnement des personnes âgées. Enfin, il y a plein de sujets, de l'énergie aussi. Et la particularité, c'est qu'en fait, elles sont composées, leur conseil d'administration est composé de différents groupes avec des poids différents. Et donc, dans ces groupes, on va avoir des usagers, on va avoir des collectivités locales, on va avoir tous les parties prenantes en fait, du projet. Et évidemment, pourquoi les collectivités locales? C'est que généralement, quand il y a un intérêt, une utilité sociale, elles viennent abonder le budget des SIC. Une SIC très connue, c'est Enercop par exemple, qui est fournisseur d'énergie, mais qui travaille beaucoup au niveau local pour relier les producteurs et les consommateurs. Donc il y a effectivement une logique, que ce soit une fédération de SIC peut-être, ou une SIC, je ne sais pas exactement. Enercop. Donc il y a 1200 SIC en France et 13 000 salariés. Et enfin, les CAE. Alors il y a une CAE sur Caen, sur Hérouville très exactement, c'est des coopératives d'activité et d'emploi. Concrètement, c'est des coopératives particulières qui servent à amorcer une activité en général dans un premier temps indépendante. Donc c'est des freelances, des indépendants, des gens qui travaillent tout seuls, qui habituellement vont avoir un statut relativement précaire et qui là ont la possibilité d'être salariés et soutenus par une CAE. Donc la CAE leur propose des services de gestion, leur propose une formation, un accompagnement financier. Et en contrepartie, l'entrepreneur salarié reverse en général autour de 10% de ce qu'il gagne. Ça permet de tester son activité, ça permet d'apprendre beaucoup de choses en termes de gestion par exemple et de stratégie.
Et ça permet surtout d'être salarié, parce que quand on est freelance, on n'a pas du tout les mêmes droits, les mêmes cotisations et le même salaire indirect qu'un salarié. Et donc les conditions de cotisation, etc. sont bien meilleures. 150 CAE en France, donc il y en a une à Hérouville, j'ai oublié son nom, et il y a 12 000 entrepreneurs. Créascope. Ouais. Créascope, oui, ça. Un petit mot sur les coopératives du numérique, parce que c'est le sujet. Donc c'est un petit peu particulier, évidemment. On a une centaine de coopératives du numérique en France. Je vais vous donner quelques exemples après pour voir un petit peu ce que ça recoupe concrètement. Donc c'est par contre dans tous les métiers, éditeurs de logiciels, ESN, TPE, etc. Je vous donne 3 exemples. Alors, je vous donne une Kaya d'abord, ça c'est nous. Donc ça c'est une toute petite scope, très modeste, qui n'est pas vraiment l'archétype de la scope où il y a 100 associés en assemblée générale qui débattent, etc. Donc c'est une scope qui s'est créée avec 2 personnes, parfois même tout juste 2 personnes, temporairement. Et puis aujourd'hui on est 3, on fait du développement web, du prototypage, du conseil. Et on construit petit à petit notre collectif, on va dire, notre projet. Alors l'intérêt d'avoir cette structure-là, c'est que on a une idée très forte de ce qu'on veut créer comme entreprise, on le fait à 2, puis ensuite à 3, puis un peu plus, et progressivement les nouveaux, on va dire, intègrent l'idée du projet si ça leur plaît évidemment, et ça crée une certaine cohésion, une certaine solidarité dans la stratégie, dans le projet. Un autre exemple de scope du numérique, c'est Alma. Alors c'est la plus grosse, je crois, la plus grosse scope du numérique en France. Créé en 79, 5 sites en France, 7 filiales à l'étranger, 11 millions de chiffre d'affaires, 172 salariés. Voilà, ils ont beaucoup de filiales à l'étranger, ils rachètent un certain nombre de boîtes aussi. Ils ont 100% de sociétaires à 1 an, c'est-à-dire qu'au bout d'1 an, tous les salariés deviennent systématiquement sociétaires, associés, parce qu'ils y voient leur intérêt et qu'il n'y a pas de raison de ne pas devenir associés, en réalité. Ils éditent des logiciels pour l'industrie, pour la santé, pour le travail collaboratif, et ils ont une particularité, j'en parlais un peu avant, ils fonctionnent en scopette, ils appellent ça comme ça. Donc c'est des unités fonctionnelles, on va dire, qui travaillent sur des sujets particuliers au sein de la boîte, et leur particularité, c'est qu'ils élisent leurs responsables tous les 3 ans. Donc je parlais de l'élection des cadres aussi, donc là c'est un choix qui est fait par Alma. Le principe, c'est qu'on a parfois un chef de service qui nous gonfle un peu, et ça peut durer longtemps, et on n'est pas d'accord, et on ne sait pas comment s'en sortir. Là, ça ne marche pas du tout comme ça, puisque de toute façon, celui qui se désintéresse du projet collectif, celui qui propose quelque chose qui n'est pas populaire, etc., enfin, qui ne donne pas envie, en tout cas, il est remplacé. Donc ça peut être très, très sain aussi. Il y a des gens qui n'ont pas vocation à être... à être responsable d'un service ad vitam aeternam. Donc ça se fait généralement bien. Mais en tout cas, il y a la possibilité tous les 3 ans de proposer un projet, plusieurs projets, pourquoi pas, et puis de laisser les salariés concernés choisir vers où ils souhaitent aller et comment ils souhaitent travailler. Bon, dans la pratique, sauf cas particulier, ce qui permet de sauver les situations, mais sauf cas particulier, ça se passe plutôt bien. Et en général, évidemment, il y a une certaine légitimité qui se construit et les gens sont choisis dans une bonne ambiance à 95% des cas. Et puis dernier exemple, les tilleuls, vous connaissez peut-être les tilleuls.coop. Alors, c'est peut-être Kevin Dinglas qui fait beaucoup de conférences, qui est le fondateur des tilleuls.coop. Ils ont fondé ça en 2011 à Lille. Ils ont maintenant pas mal de bureaux, 4 millions de chiffre d'affaires, 50 salariés. Et en fait, leur particularité, c'est qu'ils font beaucoup d'open source. Dinglas, en question, il fait partie d'un core team de Symfony. Et puis, il développe des tas d'outils qui prennent pas mal leur essor. API Platform, Vulkan, Mercure, enfin des choses intéressantes autour du temps réel et beaucoup autour de PHP. Ils sont fondateurs d'API Platform, c'est ça. Ils ont créé l'outil. Ouais. Voilà, c'est un générateur d'API basé sur Symfony. Ouais. Voilà. Alors, je voulais souligner aussi que les coopératives, c'est un réseau soudé, parce qu'il y a des réseaux d'entreprises qui ne sont pas très soudés. C'est-à-dire que chacun fait son truc, il y a des lobbies, des gens qui défendent des intérêts, mais globalement, il n'y a pas beaucoup d'entraide. Là, ce n'est pas du tout le cas, au contraire. Il y a un réseau vraiment très fort. Il y a des structures de soutien déjà au niveau national. Ça c'est la CGSCOP, la Confédération Générale des Scopes. Il y a des structures de soutien au niveau régional, des unions régionales des Scopes, qui nous aident à créer, à maintenir, à gérer les sociétés. Ils nous donnent beaucoup de conseils.
ils sont présents en permanence. Voilà. Il y a des outils financiers internes parce qu'il est parfois pas facile de financer des projets ou des agrandissements, des développements pour des boîtes, notamment industrielles par exemple, où il y a des gros investissements. Et donc il y a des outils financiers internes qui sont développés depuis des décennies, on peut le dire, hein, au moins, qui sont très très robustes. Donc en cas de crise, par exemple, les SCOP ont eux-mêmes, en complément de ce que pouvait faire l'État, ont proposé des aides assez massives à leurs adhérents. Il y a une mutuelle aussi spécialisée, il y a un fonds social, une centrale d'achat, et puis il y a des fédérations par métier où on peut se retrouver pour avoir une stratégie commune. Je soulignerais le fait que dans ces fédérations, il y a assez peu de mauvais esprit de concurrence, j'allais dire. Il y a de la concurrence, c'est normal, parce que c'est des sociétés qui sont sur le même créneau, mais il y a surtout un énorme travail qui est fait en commun pour soutenir le développement de l'esprit coopératif dans l'entreprise. Pour nous, pour le numérique, c'est assez nouveau. On a participé aidez-moi, à Rennes, au congrès des SCOP et des SIC qui a lieu tous les 4 ans. Et à cette occasion, les coopératives de la tech ont décidé de créer une fédération. Donc depuis quelques mois, on travaille ensemble pour promouvoir le statut, pour donner des outils, pour s'échanger des opportunités commerciales, des offres d'emploi, etc. Donc ça, c'est assez chouette. Entreprendre en coopérative, parce que il y a être salarié en coopérative et comprendre ce que ça veut dire, et puis il y a entreprendre, qui concerne généralement une minorité de gens, mais qui pourrait concerner plus de gens, parce que c'est pas évident d'entreprendre, et voilà. Et donc entreprendre en coopérative, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rassembler au moins 2 personnes, parce qu'il faut être au moins 2. Voilà, il faut 2 salariés pour créer une coopérative si on n'est pas une coopérative. 2 ETP, merci pour la précision, voilà, 2 équivalents temps plein, dont un gérant, évidemment, et puis il faut un capital social d'au moins 30 € pour une SARL, ce qui est quand même assez abordable. Voilà, c'est beaucoup plus... non, il n'y a pas de cas. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, nous c'est 2 000 €. Voilà. 2 000 € quand on vient associer, on vient mettre 2 000 € de capital social. Évidemment, tout ça, c'est au choix. Plus il y a de capital social, plus c'est solide et plus on est crédible, quoi. C'est un peu le principe. Et pourquoi on crée en coopérative? Pour faire prospérer un outil de travail qui porte des valeurs partagées. Ça paraît un peu blabla, mais c'est plus que vécu et vivant dans ce mouvement-là. Quand on veut que le travail ressemble à autre chose, pour faire rapidement, hein, c'est plutôt pas mal, et que le projet soit partagé. Sur le long terme, plutôt que pour revendre vite, parce qu'il y a différentes stratégies. Quand on crée une entreprise, surtout aujourd'hui, il y a une stratégie qui consiste à augmenter la valeur très vite et à revendre très vite. Ce qui est un choix, ce qui n'est pas spécialement le nôtre. Du coup, il y a une autre, comment dire, à l'autre bout, on va dire, il y a une autre façon d'aborder les choses, c'est de créer sur le long terme, même sur le très long terme, pourquoi pas, c'est-à-dire de créer un outil de travail qui va perdurer très longtemps. Et puis, ça permet aussi d'avoir une équipe plus impliquée et plus solidaire. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas être impliqué et solidaire dans une entreprise classique, mais là, on va dire, de fait, à partir du moment où on adhère au principe, ce qui reste à voir à chaque fois, évidemment, hein, c'est assez personnel, évidemment, on partage beaucoup plus le projet et on a beaucoup plus d'occasions d'en discuter et de le construire ensemble. J'ai un petit mot sur la start-up coopérative, parce que ça me fait... Voilà, c'est un truc, c'est un peu la blague. Oui, ça existe parce qu'en fait, c'est pas une start-up, la start-up coopérative, c'est une entreprise qui a besoin de fonds pour démarrer vite. Hein, et donc, ça ne remplit pas tout à fait la définition de la start-up, mais dans le mouvement coopératif, il y a eu une réflexion autour de ça, parce que dans le numérique, il y avait un certain nombre de boîtes, là dont je parle après, qui avaient besoin de financement important dès le départ, ne serait-ce que pour recruter des développeurs qui ne sont pas spécialement donnés. Donc, il faut avoir de l'argent pour démarrer, pour créer des plateformes numériques, par exemple. Et donc il y a eu une réflexion autour de ça, et le mouvement s'est dit on va créer des structures pour financer à la mode des startups, pas vraiment comme des startups, mais à la mode des startups, les entreprises qui en ont besoin. Et donc il y a tout un réseau comme ça de boîtes qui n'ont pas les caractéristiques, on va dire, officielles des startups, mais qui ont besoin de financement concrètement, qui sont dans le numérique. Donc il y a cette dynamique-là. Ils ont su répondre à ça. Et en réalité, voilà, la différence, c'est que ces boîtes-là ont malgré tout toujours un projet de long terme, en fait, hein, ce qui les différencie fondamentalement de la plupart des startups. Il y a un mouvement qui s'appelle les licornes, qui est un groupement avec deux O comme COP, qui regroupe des entreprises qui sont vraiment dans cet esprit-là, c'est-à-dire qui montent des plateformes numériques
qui ont besoin de se développer vite dans un premier temps, mais qui ont un projet de long terme. Donc c'est Télécoop qui est opérateur téléphonique, coopératif, Railcoop qui va mettre en place des lignes de train, tout simplement. On dit, voilà, dans un mode coopératif. Donc c'est des particuliers en grande partie qui financent, qui mettent des billes dans ce projet-là, et notamment les particuliers qui sont concernés, qui sont sur ces lignes un peu abandonnées, qui sont en train de remettre en place. Enercop pour l'énergie et Command qui travaille sur la location, qui lutte contre l'obsolescence programmée, qui travaille sur la location des mobiles, location des ordi, etc. pour changer de modèle et éviter que ces appareils-là soient changés tous les 2 ans. Je vais dire la conclusion, c'est bien, on va pouvoir se poser des questions si vous voulez. La coopérative, pour moi, en tout cas, voilà, c'est une formule qui répond à des besoins. Très concrètement, parfois, il y a une structure d'intérêt général, une association, une structure de l'ESS, qui change de modèle. C'est-à-dire que il y a une partie de son activité qui est commerciale, par exemple, même si elle garde une mission d'intérêt général, et donc il cherche un peu le modèle qui correspond. Et c'est pas facile de rester une association classique quand on vend des choses ou des services. Et donc c'est la coopérative, la SCOP ou la SIC en particulier est bien adaptée à ce genre d'évolution. La transmission d'une société de droit commun, donc ça c'est des gens qui arrivent, voilà, des patrons classiques qui ont des boîtes, vous avez entendu parler certainement, comme Scopti par exemple. Alors on place là, c'est différent, c'est pas le patron qui veut dire transmettre, mais il y a un certain nombre d'entreprises où le patron veut transmettre, mais il n'y a personne pour acheter, en tout cas il n'y a pas une personne pour acheter. Et donc le principe c'est que les URSCOP, le CGSCOP travaillent avec ces gens-là pour permettre aux salariés progressivement de devenir propriétaires de leur entreprise. Et ils ont, je crois, jusqu'à 7 ans pour y arriver. Donc il y a un plan c'est assez contraignant parce qu'effectivement, il faut que l'activité économique soit au rendez-vous. Mais ça permet à 50, 100, 200 personnes de devenir propriétaires de son usine, par exemple. Et c'est encore plus simple quand il s'agit d'un bureau d'études ou d'une agence, évidemment. Voilà. Et puis ça répond aussi à un besoin de donner du sens à son travail. Ça, c'est un petit peu vague, mais c'est vrai. C'est-à-dire que comme on interagit plus, quand on a plus de la main sur le projet en lui-même, comme on peut s'exprimer, ça donne, je peux en témoigner, directement plus de sens au travail, quoi. C'est une formule aussi qui répond à des aspirations, voilà, ne pas chercher le profit à tout prix. Il y a beaucoup de gens, pas tous, mais il y a beaucoup de gens en milieu coopératif qui sont motivés par ça. Réduire l'échelle des salaires, voilà, se considérer que le patron le patron et puis le gérant en l'occurrence et la personne qui fait l'accueil, ils n'ont pas forcément à avoir un facteur 10 d'écart de salaire parce que dans une petite boîte tout le monde est important. Redistribuer la valeur à celles et ceux qui la créent, c'est-à-dire qu'au lieu de miser sur la valeur d'une entreprise qu'on peut revendre, là en fait on considère que l'entreprise en elle-même, il n'y a pas besoin de spéculer dessus, mais que l'important c'est quand on crée de la valeur, les gens qui ont travaillé toute l'année pour la créer, ils en retirent les fruits. Ne pas spéculer parce qu'en fait, quand on met 2000 € dans une entreprise coopérative, quand on part 10 ans, 20 ans plus tard, on prend 2000 € puis on n'a rien gagné là-dessus. En fait, ce qu'on a gagné, si on en a gagné, c'est sur ce qui a été produit entre-temps. Et l'idée, c'est de faire une entreprise qui marche bien, avec un projet qui a du sens, etc. Mais l'entreprise en elle-même, elle se revend pas. On ne fait pas d'argent sur l'entreprise qui reste un outil de travail. Et se donner les moyens de créer un outil de production qui va perdurer et se transmettre. La réalité, c'est qu'il y a énormément de scopes qui sont transmis et que sur 5 générations, voilà, ça arrive très fréquemment. Il y a des très très vieilles scopes dans l'imprimerie, dans le BTP, dans énormément de secteurs traditionnels en particulier qui se transmettent comme ça. Et en conclusion, c'est un projet collectif qui donne du sens au travail et ça c'est extrêmement motivant, quoi. Donc c'est ce qui nous a motivés quand on a voulu créer notre boîte. On s'est dit autant le faire un peu différemment. Voilà. C'était une bonne expérience. Je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est le moment, sachant que, comme je disais, je suis avec mes collègues, donc j'espère qu'ils vont apporter leur témoignage aussi. Surtout Alexis. Non, je rigole. J'ai plein de questions. La première, c'est les gens qui injectent des liquidités là, pour aider les licornes à démarrer.
Du coup, elles ne vont pas avoir de retour sur investissement, c'est ça le truc en fait. Elles le font juste, elles vont récupérer l'argent qu'elles ont mis ou elles vont pas. Enfin, j'ai pas très bien compris du coup l'intérêt pour justement les particuliers d'injecter, sinon de créer l'entreprise. Mais après, comment ils récupèrent? Ils ont un intéressement, ils ont un truc comme ça. Les particuliers, en l'occurrence, ils ont accès à un service qu'ils ont choisi. C'est ça leur retour sur investissement. Ils font partie de l'Assemblée Générale. D'accord. Ils sont associés au projet, donc ils font partie de l'Assemblée Générale. Donc ils ont un pouvoir de voix. Et donc, quelque part, ils prennent part aux choix qui sont faits par l'entreprise et au service qui va leur répondre. Et comme, deuxièmement, comme ils sont comment dire, actionnaires en quelque sorte, ils ont droit, il y a des mécanismes de dividendes, donc c'est souvent modéré, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire du 10%, mais généralement, une structure comme ça, par exemple, Enercop fait énormément ça sur la construction des projets locaux d'énergie, de production d'énergie. Quand on investit dans, comment s'appelle la plateforme d'Enercop déjà qui... Énergie partagée, par exemple, voilà, on a un retour sur investissement de 2-3%, par exemple. Et ça peut augmenter, la valeur du titre, en quelque sorte, augmente régulièrement. Et du coup, ça marche par système d'action, un peu comme dans une... C'est ça. Sauf que c'est très lié au projet. Voilà. Sauf que c'est très lié au projet, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'explosion du titre, en fait. Parce que sinon, c'est... Voilà. Mais sinon, ouais. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Une autre question, quand vous faites du coup les embauches et tout ça, ça se passe comment? Parce que du coup, j'imagine que vous discutez tous entre vous, il y en a un qui décide, il y en a un qui est élu pour... Ça nous est arrivé récemment. Alors quand on est deux, c'est un peu rigolo parce qu'il y a un gérant, mais qui est salarié aussi. Donc voilà, en gros, c'était moi qui signe ses contrats, c'est eux qui signent mes contrats. Donc c'est un fonctionnement assez particulier. Et dès qu'on est trois, ça devient un petit peu plus normal, on va dire. Mais là, nous, on est dans une configuration particulière. Hein. On n'a pas de service RH, par exemple. Mais dès que l'entreprise, là, les Tilleuls, par exemple, ils ont certainement quelqu'un qui s'occupe de ça en particulier, qui va s'entourer des directeurs techniques, des gens qui sont pertinents pour donner leur avis et qui procèdent au recrutement, quoi. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Ouais, c'était savoir qui avait la gouvernance des recrutements dans une scope, quoi, en fait. Est-ce que c'est... Ça fonctionne de manière relativement similaire, voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a un rétro-contrôle, c'est-à-dire que s'il y a un service qui part en cacahuète, qui fait n'importe quoi, bon ça, voilà, c'est recadré relativement vite. Alors une question, moi, c'est du coup sur les fiches de poste. Est-ce que vous faites des fiches de poste? Parce que quand quelqu'un prend des responsabilités, par exemple, ça paraît très normal qu'il ait un salaire un petit peu supérieur le temps qu'il ait ça. Mais si en effet il peut rétrograder, ce que je trouve vraiment très bien dans le principe, hein, parce que je trouve que c'est très bien de pouvoir dire tiens, je vais être chef de projet, en fait, non, pas du tout, je vais rester développeur. Mais du coup, comment c'est prévu dans les fiches de poste? Est-ce qu'il y a des fiches de poste? Est-ce qu'il y a des... Je vais donner un point de vue. Ouais. C'est pas du tout un point de vue qui est forcément la règle dans les scopes. Chaque scope fonctionne comme elle veut. Ouais. Mais à titre personnel, je suis très attaché à ce que défend Bernard Friot. Je ne sais pas si vous connaissez. Bref. Et en fait, c'est le principe que le salaire il suit la progression de la personne, non pas par rapport à ses compétences ou à la valeur qu'il a sur le marché, mais par rapport à la valeur qu'il a en tant qu'homme et en tant que femme. Mais c'est chaud ça quand même. Mais ça, en fait, Non. c'est pas chaud. Et à titre d'exemple, il y a certaines coopératives qui ont essayé, qui sont revenus en arrière, mais qui ont gardé toujours une certaine cohérence avec l'idée d'avoir autant que possible des salaires carrément égaux. C'est-à-dire peu importe ce que tu fais dans la société, on a tous le même salaire. Alors ça n'a pas forcément fonctionné parce que la réalité, c'est que chacun n'a pas la même vie. En fait, tout simplement, celui qui est tout seul, qui vit dans une petite grotte, et celui qui a une famille de 5 enfants, qui vient de se marier, ou je ne sais quoi, et qui veut acheter une maison, chacun n'a pas les mêmes besoins. Donc ça, c'est encore autre chose. Il y a des scopes qui ont essayé de réfléchir au salaire, aux besoins. C'est-à-dire qu'ils décident ensemble, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, donc on fait fluctuer les salaires en fonction des besoins. Ça marchote. Mais voilà, tout ça pour dire que ce qui compte, c'est qu'au final, on décide tous, en fait, de la manière de la grille de salaire, de la manière dont on va gérer les salaires. Et donc, peu importe de la manière dont on gère les salaires, c'est accepté par tous.
C'est troublant, hein, parce qu'effectivement, c'est pas un fonctionnement c'est un fonctionnement assez rare en fait. Hein. Mais globalement, le principe, c'est pas de dire dans les scopes on fait comme ça, c'est de dire dans les scopes on fait comme les gens ont décidé. Donc parfois, c'est un peu rigolo, hein, c'est sûr. Hein, ça dépend un petit peu de la personnalité des gens. Et effectivement, le salaire au besoin, c'était une expérience passionnante. Hein, l'idée, c'était aussi d'avoir un retour après. Sur plusieurs années, les gens ont dit, moi, voilà, mettez ce que vous voulez, quoi. Mettez ce dont vous avez besoin. Et c'est assez passionnant comme retour, parce qu'il y a des gens qui vont surestimer, d'autres qui vont sous-estimer. Ça en dit beaucoup sur la personnalité des gens aussi. Donc il faut faire attention, parce qu'il y a des gens qui vont se sous-estimer en permanence, et c'est pas forcément une bonne chose. Et à l'inverse non plus. Moi aussi là-dessus, je trouve que surtout par rapport à ta question, le rôle hiérarchique potentiel, je ne sais pas quoi, de responsabilité dans l'entreprise est décorrélé de ton taf en fait. Tu sais faire un truc, tu produis un truc dans le cadre de la coopérative. Si un jour tu prends la responsabilité de devenir gérant, c'est juste un truc que tu te mets en plus, mais c'est pas lié à ton salaire. Enfin, tu continues à bosser et ce que tu produis, c'est le même truc. Je ne sais pas s'il n'y a pas de prime à la responsabilité des responsables de toute façon. Encore une fois, il peut y en avoir une. On peut décider qu'on valorise telle ou telle fonction. Ou alors, il faut vraiment être super. Il ne faut pas avoir des clones, mais presque au niveau de parce que chacun va pouvoir donner la quantité de travail qu'il veut en fonction de ses capacités. Enfin, à un moment, puis, vous savez comme moi que c'est variable. Je veux dire, vous êtes en train de vous séparer de votre femme, vous avez 3 gamins, vous n'allez pas avoir le même rendu. Vous commencez une équation pour une raison X ou Y. Ça ne va pas être forcément le même rendu que ce que vous avez pu donner, ou ce que vous donnerez. Pareil, quand on va prendre des responsabilités, qu'on va bien manager le truc, que ça va bien se passer, que d'autres vont essayer, que ça va moins bien se passer, je sais pas. Il y a un facteur aussi, c'est qu'il y a rarement beaucoup de gens qui attendent des résultats de l'entreprise, sinon les salariés en fait. Donc, ça veut dire que si la gestion interne est bien équilibrée, c'est-à-dire que si on va dans le bon sens, qu'on ne perd pas d'argent, etc., ma foi, peu importe si on accepte collectivement d'encaisser les coups durs pour les gens, des gens qui vont être beaucoup moins présents pendant 6 mois, 1 an. Voilà. Si par ailleurs on est d'accord pour le faire, en fait, c'est ça le truc. Et généralement, dans une entreprise classique, on n'a pas l'espace pour dire essayons ça, ou voilà. En général, il y a une personne qui a une idée, ça transite un peu, et puis voilà, l'idée ça s'impose comme ça toute seule. Et le patron n'a pas toujours les meilleures idées, hein, par ailleurs. Le gérant non plus. Voilà. Donc en fait, ouais, c'est plutôt, on va dire que le salaire est plutôt vu comme, on va dire, un truc équivalent pour tout le monde, et que tout le monde va se battre pour avoir justement le bénéfice qui va faire le bonus fin d'année, qui va être réparti sur tout le monde pareil. Le salaire, c'est pas du tout homogène, hein, encore une fois. Hein. La vision du salaire varie énormément. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont expérimentées, mais il y a plein de scopes où les salaires sont assez classiques, en fonction des capacités de l'entreprise, quoi. Voilà. Ah bah, c'est l'Assemblée générale. Sur proposition, hein. De la manière dont va être gérée la grille salariale, qui va passer avec des responsabilités de management, qui va. Voilà, c'est tout le monde, en fait, tout le monde décide, tout le monde a Les tilleuls. Les tilleuls, qui est une ESN assez importante maintenant, qui travaille dans des secteurs assez classiques, hein, par ailleurs. Ils font un gros travail là-dessus, ils publient beaucoup, en fait, allez jeter un œil, ils publient beaucoup sur leur démarche salariale, la transparence salariale, ce que ça veut dire, etc. C'est vraiment, vraiment passionnant. 40 millions d'euros de chiffre d'affaires à rester 5 ans. Ouais. C'est 3, je crois, il me semble. 3 millions, il me semble, non ? Je sais pas, 2004, je crois. Si j'ai mis 4, c'est que c'est 4. J'ai calculé, ça fait un 80... 4 millions, t'as raison. C'est un 84 brut. Ouais. Si là-dessus tu payes des charges, tu divises par 2, enfin, une charge est à 80, donc ouais, ça fait 40K brut. J'ai du mal, moi, des fois, à trouver des développeurs. C'est pas que des développeurs, hein, 50 salariés, en l'occurrence, là, il n'y a pas que des développeurs. Hein. C'est ça aussi qui fait la différence entre nous qui avons des profils très techniques, mais très rapidement, quand tu as une boîte de 10, 20, 30 personnes, tout de suite, il faut des fonctions transversales, des gens qui ne vont pas être productifs au sens technique du terme, mais qui vont devoir assumer la gestion des événements, la communication, le machin, et avec, voilà, qui peuvent avoir des salaires qui varient un peu. C'est les chiffres d'affaires, là, mais ouais. Mais, ouais. Donc c'est là où Mais il y a un vrai sujet autour du marché de l'emploi aussi. C'est que dans ces scopes, enfin nous on en compte un certain nombre,
le problème de bah, moi, si c'est pas 100 000, je me barre, se pose beaucoup moins. Alors les gens ont une exigence, hein, ils disent bah non, je suis développeur senior, me file pas rien du tout. Par contre, quand on leur dit bah oui, mais alors, par contre, il n'y a pas que ça. Déjà, si ça marche bien, ça va être pour toi. Tu vas pouvoir décider de l'orientation de la boîte. Il y a des gens à qui ça marche pas du tout, hein, effectivement. Hein. Il y a des gens qui aiment pas, enfin qui sont pas prêts, plus exactement, à avoir ce genre de rôle. Par contre, ceux qui sont prêts, voilà, c'est l'éclate, quoi, forcément. Mais oui, c'est pas du tout. Voilà. Et puis c'est lié à l'éducation, c'est-à-dire que à partir du moment où c'est quand même un secteur assez minoritaire pour l'instant, enfin très minoritaire, on en parle moins, que voilà, etc. On n'apprend pas forcément ce que c'est, alors qu'on pourrait tout à fait. On apprend ce que c'est qu'une association, mais pas ce que c'est qu'une SCOP, par exemple. Et à partir du moment où ça mûrit plutôt dans les esprits, bah, au moins il y a un choix possible, quoi. C'est-à-dire qu'on peut dire ah ben non, mais entreprise classique, SCOP, etc. Aujourd'hui, on n'apprend pas ça à l'école. Ils sont pas hyper chauds, non. Oui, il y a quelques règles, notamment fiscales, enfin il y a quelques avantages fiscaux, mais qui sont liés aussi à des contraintes de gestion. Donc c'est pas, enfin, je sais pas, je saurais pas dire si globalement c'est équilibré, mais en tout cas, voilà, c'est des contraintes et des. Mais, ah bah non, 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 on a les mêmes règles, hein, SARL, enfin voilà, nous on est SARL par exemple, donc déjà ça implique un certain nombre de choses. Ouais. Ouais. Oui. Le service, ouais. C'est l'entreprise elle-même. Voilà, c'est un endroit où tu peux créer de la valeur, quoi, ensemble. Voilà, c'est l'ensemble, c'est le fichier client, c'est les relations avec les clients, c'est les contrats que tu peux passer. Oui. Ouais, savoir-faire aussi. Enfin, parce que l'entreprise en elle-même, en l'occurrence, déjà que ça n'a pas une entreprise réellement, ça n'a pas de valeur, sinon celle qu'on lui donne, mais là encore moins. C'est-à-dire que l'entreprise, les CRL, tu te plantes, tu n'arrives pas à avoir de l'activité, tu perds ce que tu as mis dedans. C'est-à-dire pas forcément grand-chose, quoi. Surtout pour du service. Après, c'est différent pour de l'industrie, etc. Mais là, en l'occurrence, on risque pas grand-chose en réalité. Donc l'entreprise en elle-même, c'est pas une consécration, quoi. C'est rien de, voilà, c'est pas les buildings qu'on va construire avec ça qui vont. C'est pas du tout notre objectif. Par contre, le travail qu'on va faire avec, les beaux projets qu'on va récupérer, voilà, c'est ça les gens avec qui on va bosser. Objectivement, c'est ce qui nous botte, quoi. Donc, oui, un outil de production historiquement, c'est ça le principe. Hein, ouais. Oui, clairement. Oui, c'est ce que le réseau des scopes valorise régulièrement. Oui. Oui, mais il y a énormément de similitudes, hein, de toute façon, le principe est le même. Bah, à mon sens, ça remet en logique le fait que, comme on est dans ce contexte-là, où les gens sont importants, bah, le fait de décider, le fait de tirer les fruits de voilà, du travail que tu as fourni pour maîtriser une nouvelle machine, sortir les pièces ou les services en temps et en heure, etc. Bah, quand on récoltes les fruits, donc ça te donne envie de continuer à faire comme ça, quoi. Chacun va essayer de ramener tous les contrats qu'il peut, ou est-ce que vous avez dédié
En fait, on a un profil de freelance à la base plutôt. Hein. Donc, quand on a monté une boîte, on est resté assez longtemps, c'est plus le cas maintenant, mais on est resté assez longtemps deux freelances qui travaillaient dans une société. Donc, on avait beaucoup chacun nos clients, mais ça arrivait de collaborer. Et avec l'arrivée de notre troisième larron, ça a un petit peu bouleversé tout ça et on s'est dit, ok, là, ça change. C'est-à-dire que maintenant, on est une société, on est un groupe impair. Et non, mais c'est vrai. Hein, et du coup, on peut pas juste regarder, voilà, se dire bon, on va être d'accord parce que de toute façon, sinon, on va pas s'en sortir. Là, la démocratie s'installe, on va dire tranquillement. Ça, c'est bien. La démocratie, messieurs dames. Et oui, du coup, la fonction commerciale, en l'occurrence, c'est moi qui l'assume un peu plus, par exemple, maintenant. Et puis, on a redispatché les tâches. Donc, c'est ça. Ouais. Petit à petit, on va se spécialiser un peu, quoi. Et les licenciements, ça se passe comment? Ah, voilà une question compliquée. Ouais. Moi, je suis bien embêté pour répondre à ça parce que c'est vrai qu'on n'a pas été confronté. Ah bah oui. Qui dérape et malheureusement, faut se séparer de cette personne. Alors déjà, on peut quitter une scope. Hein. Quitter déjà. Donc ça veut dire qu'on prend son capital dans un certain délai et puis on peut quitter la scope. Ça, c'est possible. Si par exemple le groupe veut évincer, alors que ça se passe comment? Il y a une libération? Non. J'avoue que je ne sais pas en fait. Ça, je pense que c'est. C'est jamais arrivé. Non, mais ah bah alors là, si, c'est sûr, c'est sûr. Parce que si, après, dans les licenciements pour faute grave, il n'y a pas de sujet, puisque quelle que soit la société, à partir du moment où la faute est clairement Avéré, oui. présentable, avérée, après, la personne qui est licenciée pour faute grave peut déposer un recours au prud'homme. Mais en tout cas, à partir du moment où il y a un dossier de licenciement pour faute grave qui a été déposé, Encore une fois, toute cette partie-là, elle est commune. Hein. Les droits du travail, c'est exactement le même. Hein. Donc oui, il y a un patron. C'est-à-dire que quand il faut qu'il y ait un patron, il y en a un. Et quand c'est lui qui doit prendre une décision à responsabilité. Quand il faut prendre une décision, parce que quand on vire quelqu'un, on va quand même aller voir le responsable de l'entreprise qui, lui, va valider cette demande. Voilà. Donc c'est le gérant à ce moment-là qui fait Ouais, c'est le gérant. il a mandat pour faire la gestion, la gérance, et donc de prendre une décision pour l'ensemble de la collectivité. Si au bout de son mandat, la collectivité n'est pas d'accord, mais au cours de mandat que les statuts le permettent, alors déjà à la fin de son mandat. une motion de censure. Et... Non mais c'est ça, après si à la fin de son mandat, il y a une majorité qui en a marre de lui, on change de gérant, tout simplement. Et si en cours de mandat et que les statuts permettent, il peut y avoir une assemblée générale extraordinaire qui soit convoquée par une majorité. Après, tout dépend des statuts. C'est une culture. Hein. La révocation en cours de mandat. Quand même, au niveau de la culture de l'ego, il faut que ça soit nickel pour pas qu'il y en ait beaucoup. Quoi, parce que c'est le collectif qui compte avant tout, ça c'est clair. Sinon, ça fait bizarre. Enfin, imagine le mec qui pense prendre des bonnes décisions puis qui se fait recadrer par la communauté. Ça doit être un peu bizarre. Le patron du groupe Up, donc le chèque déjeuner et compagnie, fait plein de trucs. Ils ont racheté une douzaine de filiales dans le monde entier, enfin leur équivalent dans le monde entier. Maintenant, il est président de la Confédération Générale des Scopes. Voilà, et en l'occurrence, c'est la nouvelle gérante. Elle est rentrée chez Up comme secrétaire comptable, entre guillemets de base, enfin vraiment, voilà, avec peu d'expérience. Et en fait, à force de maîtriser, de monter tranquillement en grade dans son domaine et de maîtriser tout ça qui est compliqué à maîtriser pour la plupart des salariés, parce que ça, c'est un truc qu'on n'apprend pas facilement. En fait, elle est montée en grade et est devenue la patronne, enfin la gérante en tout cas, d'un des plus gros groupes financiers, en tout cas le plus gros groupe financier en coopérative en France. Je ne sais pas combien il y a de personnes, mais c'est assez balèze. Hein. Et ça, c'est possible. C'est possible en coopérative. C'est rarissime dans d'autres contextes parce qu'il y a d'autres facteurs qui jouent et que si t'es pas sorti d'une certaine école au minimum, enfin voilà, il y a des choses qui se font pas quoi. Voilà. Donc, compter que là, l'accession à la gérance est rendue plus facilement possible pour quelqu'un qui atteint une certaine légitimité au sein du collectif. C'est-à-dire que c'est ça qui compte en fait. C'est l'image que tu as en tant que personne dans le collectif. Et si un jour tu es légitime pour devenir gérant, il suffit de te présenter et puis c'est le collectif qui te donne son accord. Du coup, on se retrouve avec des... vous savez peut-être pas, mais est-ce qu'on se retrouve avec des... Parce que là, on a une assemblée nationale qui vient d'être mise en place en France, ça chahute un petit peu. Est-ce que dans les scopes, on peut se retrouver avec ce même type de truc, ou c'est plutôt bien plus bon enfant et qu'il y a vraiment un sens
Et puis surtout, il y a toujours des gens qui font des conneries, qui vont dire, qui vont prendre des décisions aberrantes, qui vont mettre en danger l'entreprise, et tous les gens vont dire peut-être plus facilement, bah, c'est mon entreprise dans laquelle je m'investis, et c'est ma famille qui va être impactée si ça marche pas. Donc oui, ça va être un peu pris en main un peu plus frontalement. La culture syndicale est assez faible en France, par exemple. On en pense qu'on en veut, mais moi je pense que quand on a une discussion plus franche, plus claire, avec des gens qui sont formés, qui sont au courant, c'est toujours beaucoup plus productif en réalité. Et donc peut-être que dans les scopes, oui, il y a plus ça. Il y a une confrontation qui est plus éclairée, on va dire, quoi. Et voilà. Je sais pas si vous êtes dans des associations, si vous avez la chance de faire des assemblées générales d'associations, mais c'est un peu le même principe, hein, sauf que là, les enjeux sont parfois supérieurs et touchent les gens directement. Oui, les salaires, c'est pas... Ouais, c'est ça, c'est ça. Avez-vous d'autres questions? Globalement, la tendance elle est plutôt à ce social-démocratique ou ça reste ce qui me paraît encore assez limité en termes de... En nombre de coopératives et de salariés, c'est en train d'augmenter beaucoup là, hein, dans les... En fait, avant la dernière mandature, qui était il y a 4 ans, ils étaient à 55 000 salariés au mouvement coopératif et ils avaient un objectif de passer à 70 000 à la fin de la mandature. Donc, quand même une grosse, en 4 ans, il y a eu le Covid, etc. Et ils sont arrivés aux 70 000. Et là, ils se sont dit que ça serait cool, à la fin des 4 prochaines années, d'être arrivés à 100 000. Donc, ils doublent l'objectif, sachant que mécaniquement, en tout cas, c'est leur façon de présenter les choses, on va dire, mécaniquement, plus il va y avoir de sociétés, plus comment dire, puis aussi comment dire, en externe, c'est-à-dire la possibilité de rachat. La croissance externe, ouais. La croissance externe, merci, de racheter des coopératives, que les coopératives rachètent d'autres boîtes pour grossir. Plus il y a de boîtes, plus elles sont grosses, plus la croissance externe est possible, et donc ils comptent là-dessus, quoi. C'est des réseaux, je pense, vraiment plus performants. On parlait des scopes du numérique, là, par exemple. Avoir un réseau de gens, là, on est sur un Mattermost, voilà. Et donc, toutes les boîtes, la centaine de boîtes du numérique en France se cotent là-dessus. Donc, dès qu'on a un client, un machin, on cherche quelqu'un, on veut discuter d'un sujet économique, d'un sujet stratégique,